Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour essayer la Peugeot 308 la plus chère de l'histoire. Alors c'est pas une version ultra luxueuse, encore moins une version très sportive, non, c'est la version 100% électrique baptisée i308. Cette version est en effet affichée 45 720 € en finition allure ici essayé, voire 48 220 € en finition GT, qui loupe donc le bonus écologique de 5 000 € qui est réservé en 2023 aux électriques vendus moins de 47 000 €. Hors remise, la nouvelle i308 revient donc plus cher que toutes ses rivales directes, puisqu'en version haut de gamme, une Mégane E-Tech comme une Cupra Born reste sous la barre des 47 000 €, alors qu'une Tesla Model 3, toujours aussi agressive côté tarif, ne coûte que 41 990 €, alors même qu'elle fait partie du segment supérieur. Bon, maintenant cette i308 elle a peut-être des talents cachés, on ne sait pas, donc ce que je vous propose c'est d'aller l'essayer et tenter de comprendre ce qui justifie ce tarif. Allez, c'est parti. Alors cette i308 vient d'être commercialisée, elle récupère donc directement la toute nouvelle chaîne de traction 100% électrique de chez Stellantis. Exit donc l'ancien moteur Continental de 136 chevaux. On a le droit à une toute nouvelle machine électrique de 156 chevaux qui est fabriquée en France et plus précisément en Moselle sur le site de Trémery. Alors pour la petite anecdote, c'est un site qui était longtemps le premier site industriel de fabrication de moteurs diesel. Ce nouveau moteur il est alimenté par une batterie renouvelée elle aussi, qui va être elle aussi fabriquée en France à partir de cellules chinoises CATL. Elle a une capacité de 54 kWh brut, dont 51 kWh utiles, ce qui permet à la 308 d'afficher une autonomie en cycle WLTP de 413 km maximum. Alors, est-ce que cette nouvelle chaîne de traction peut déjà justifier le tarif de la 308 ? J'ai envie de dire que non, d'abord parce que ce nouveau duo, il est disponible sur des autos moins chères comme le i2008, même comme la citadine i208. Et c'est surtout qu'en termes de fiches techniques, cette i308, elle n'est pas si bien lotie par rapport à la concurrence. Au même prix, ainsi, toutes les rivales développent 220 chevaux au minimum, embarquent une batterie de 60 kWh au minimum, et en termes d'autonomie, toutes sont mieux loties. La Mégane, c'est jusqu'à 454 km, une Cupra Born, c'est 550 km grâce à sa grosse batterie, et une Tesla, c'est toujours 491 km. En fait, la rivale la plus proche en matière de fiches techniques, c'est une chinoise, la MG4 Standard, qui a une batterie de 51 kWh, qui a une puissance de 170 chevaux. Alors en autonomie, il n'y a que 350 km. Par contre, en tarif, c'est aussi beaucoup moins cher. La MG4 est disponible à partir de 29 990 € avant bonus. Ça veut dire qu'elle est 15 000 € moins chère que la 308. Pour ce premier essai, on a retenu la i308 la moins chère, à savoir la finition allure, alors qui n'a forcément pas les petits gimmicks de la finition GT comme la calandre finement striée, les feux Matrix LED qui sont un petit peu plus fins. On n'a aussi pas les logos Peugeot sur les ailes, ni les jupes latérales un petit peu profilées. Pour autant, elle présente plutôt bien cette finition allure, notamment grâce à ses jantes de 18 pouces. Les finitions allure, normalement, sur les versions thermiques, se contentent de jantes de 17 pouces. Il y a aussi d'ailleurs d'autres équipements qui sont offerts en plus de cette version électrique, comme le régulateur de vitesse adaptatif, comme les sièges avant chauffants ou comme le volant chauffant. Alors maintenant, ça ne justifie pas le surcoût par rapport à la version thermique, puisqu'une 308 PureTech 130 à boîte automatique est affichée 12 500 € moins cher au catalogue. Ça veut dire qu'elle est toujours 7 500 € moins chère une fois qu'on a retranché le bonus de 5 000 €. Vous l'avez peut-être remarqué, à l'extérieur, la i308 ne présente pas de différence esthétique avec les versions thermiques. On n'a pas de calandre plus obturé, on n'a pas de béquet arrière allongé. On a simplement le petit logo i308 sur le haillon. On a bien sûr la trappe de recharge qui est côté droit, elle est côté gauche sur la version hybride rechargeable. Et à l'intérieur, c'est exactement le même principe. L'habitacle est repris des versions thermiques. On retrouve cette planche de bord moderne, un petit peu taillée à la serpe, un petit peu inclinée vers le conducteur, avec une belle qualité perçue, même si on a toujours des petits soucis d'assemblage par endroit. On retrouve évidemment le e-cockpit avec le petit volant qui est très agréable à manipuler, mais qui, dans certaines positions de conduite, cache un petit peu les compteurs. Ça, on commence à avoir l'habitude.
Et puisqu'on parle des compteurs, on retrouve l'instrumentation 100% numérique. Alors il n'y a pas l'effet 3D là, qui est réservé à la finition GT. L'affichage est en 2D, mais finalement je trouve ça plutôt plus lisible. Après en affichage spécifique, on a le power meter à la place du compte-tours. On a les flux d'énergie, qui sont plus parlants évidemment en roulant que comme ça à l'arrêt. Et puis on a la petite jauge de batterie. Alors ça c'est 3 petites fonctions qui sont spécifiques à l'électrique, mais qu'on connaissait déjà sur les 308 hybrides rechargeables. Autre petit point commun avec l'hybride rechargeable, c'est un petit détail, mais c'est cet accoudoir qui est beaucoup moins profond que sur la version thermique. C'est pas un problème au quotidien, il y a des rangements assez spacieux et nombreux autour, donc c'est pas un souci. Et puisqu'on parle des aspects pratiques, on va évoquer le volume de coffre qui lui aussi, comme la version hybride rechargeable, est en retrait par rapport à la version thermique. On a 412 litres sur une 308 à essence, on a 361 litres ici. Alors pour rappel, une Mégane E-Tech offre environ 30 litres de coffre supplémentaire alors que la voiture est 17 cm plus courte. Ça c'est tout simplement parce que la Mégane elle est bâtie sur une plateforme dédiée à l'électrique. C'est pas le cas de la 308 qui partage sa plateforme avec les versions thermiques. Donc c'est forcément un petit peu moins optimisé en termes d'architecture et d'espace à bord. Alors on a quand même un petit espace sous le plancher pour ranger le câble de recharge. Par contre on n'a pas de coffre à l'avant puisque le moteur est à l'avant comme on l'a vu au début. C'est dommage, c'est souvent pratique sur les voitures électriques. Ça permet de sortir les câbles plus facilement quand le coffre est chargé par exemple. Alors avant de partir rouler, on voulait juste vérifier si la navigation GPS avait été adaptée à la propulsion électrique ou si c'était la même que la version thermique. Alors là l'idée c'est de rentrer une destination qui est plus éloignée que la portée de la batterie. Là on est à 85% de batterie, il nous annonce 350 km d'autonomie. Du coup on va mettre une destination comme Bordeaux par exemple, sachant qu'on part là de la région parisienne. On va rentrer cette destination et puis on va attendre de voir ce que le système nous propose. C'est un petit peu lent. Alors là pour l'instant il nous indique qu'on va arriver à 15h56 sachant qu'il est 10h25, donc il n'a absolument pas tenu compte du fait qu'on est en voiture électrique. Ah si, vous devez recharger pour atteindre votre destination. Donc on clique sur rechercher une station de recharge. Alors là en fait il nous affiche une cartographie avec approximativement l'endroit où on tomberait en panne sèche. Et donc avant il nous met les stations de recharge disponibles. Alors pour en sélectionner une, il faut cliquer directement sur la carte. Bon, pourquoi pas, c'est plus visuel qu'une liste de bornes. Donc clairement, on n'est pas du tout en présence d'un véritable planificateur d'autonomie. On ne nous indique pas combien d'arrêts on va devoir faire pour arriver à Bordeaux. On nous indique encore moins combien de temps il va falloir s'arrêter pour optimiser le temps de trajet. Ça n'a donc rien à voir avec les planificateurs qui sont montés par exemple chez Tesla ou chez Renault dans la Mégane. On avait fait un large essai de ce planificateur dans la Mégane sur un Paris-Bordeaux. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Donc pour partir en 308, il faudra forcément passer par son smartphone, par une application, alors soit l'application MyPeugeot qui comprend un planificateur mais qui n'est pas très élaboré, quitte à passer par son smartphone, on vous conseille plutôt les applications tierces comme ChargeMap ou ABRP. Ça demande un peu plus de manipulation, mais c'est indispensable puisque le système intégré est quand même assez sommaire. Alors, dans cette i308, on va pas se mentir, le rapport poids-puissance fait pas vraiment rêver. La voiture fait quasiment 1,7 tonne pour une puissance de 156 chevaux. Et encore 156 chevaux, c'est uniquement en mode sport. Quand on démarre la voiture en mode normal, on n'a plus que 109 chevaux. Et on peut même avoir que 82 chevaux quand on passe en mode éco. Cela dit, la voiture est assez agréable à conduire. Je dirais même que c'est peut-être la 308 la plus agréable à conduire. Ça, c'est bien sûr grâce à la propulsion électrique avec laquelle on a zéro bruit, zéro vibration. Ça marque une nette différence par rapport à une 308 PureTech 130 à boîte automatique, notamment en ville, qui vibre pas mal. Et puis, en fait, dans le flot de la circulation, on n'a jamais vraiment l'impression de manquer de performance. Tout ça, c'est encore une fois grâce à la propulsion électrique, puisque contrairement à un moteur thermique, on a la puissance et le couple disponibles immédiatement. Donc on a une perception de la puissance qui est complètement différente. Pour ce qui est justement de cette puissance fluctuante en fonction des modes de conduite,
il faut se rassurer, c'est-à-dire que si on entreprend un dépassement, on se rend compte qu'on est un petit peu limite, on ne va pas avoir besoin d'aller chercher le bouton des modes de conduite pour appuyer 2 fois pour aller chercher le mode sport. Il suffit à ce moment-là d'écraser la pédale d'accélérateur pour aller déclencher le petit bouton qu'il y a sous cette pédale, et à ce moment-là, on arrive à retrouver les 156 chevaux immédiatement. On parlait tout à l'heure du poids, il ne se sent pas trop en ligne droite, il ne se sent pas non plus en virage. On a une auto qui est plutôt agile, toujours agréable avec ce petit volant qui renforce la sensation de maniabilité. On a toujours, comme habituellement chez Peugeot, un très bon compromis entre le confort de suspension qui est très bon et la tenue de route. Même si sur ce point, c'est vrai que Peugeot était un petit peu la référence ces dernières années, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Si on prend l'exemple encore une fois d'une Renault Mégane E-Tech, c'est une auto qui est encore plus dynamique à conduire, avec une direction plus directe, une puissance disponible plus tôt. Même chose pour la Tesla Model 3, c'est une auto très agile. Alors par contre, la différence avec l'américaine, c'est qu'elle a des suspensions plus dures que celles des françaises pour arriver au même dynamisme. Petit regret sur cette i308, c'est de ne pas disposer de palette au volant pour moduler la récupération d'énergie au freinage. On a simplement un petit bouton B là à côté du sélecteur de marche qui renforce le frein moteur à la décélération, mais il n'est pas très puissant et il faut quand même se servir de la pédale de frein pour s'arrêter totalement. Il n'y a pas vraiment de mode one pédale comme sur certaines voitures électriques. En revanche, là où la 308 fait vraiment mieux que ses concurrentes, c'est en matière d'insonorisation. L'auto est hyper silencieuse, même sur autoroute quand on roule à 130, on n'a quasiment pas de bruit d'air. Là, ça marque une vraie différence par rapport à la Mégane et à la Tesla. On s'imagine vraiment dans une voiture de catégorie supérieure. Alors il y a quelques petits bruits de roulement, mais honnêtement, on est vraiment bien à bord. Alors bien sûr, en voiture électrique, la question c'est toujours l'autonomie, combien ça consomme, jusqu'où on peut aller. Et ça tombe bien puisqu'avec cette voiture, avant que les caméras ne tournent, on a fait notre petit parcours test pour voiture électrique. Alors ce parcours, il se découpe en 2 portions. On a une première partie sur la route, dans laquelle on emprunte des voies limitées à 80, un petit peu de voies rapides limitées à 110, un petit peu de traversée de village fluide. Là, ça représente vraiment la consommation du quotidien. Et on a une deuxième portion là qui est plus axée long trajet, qui est uniquement sur autoroute, sur laquelle on se cale à 130, exactement comme avec une voiture thermique, et on voit quelle consommation on a. À l'arrivée, la 308 présente une autonomie réelle de 313 km sur route et 231 km sur autoroute si on utilise 100% de la batterie. Alors là encore, c'est moins bien que les rivales. On était sur la Mégane à 368 km sur route et 247 sur autoroute. Avec la Cupra Born, on était à 459 sur route et 321 sur autoroute grâce à sa grosse batterie. Et avec la Tesla, on était à 407 km sur route et 295 km sur autoroute. Ce qui est dommage, c'est que d'après nos relevés, la 308 consomme peu d'énergie, notamment sur autoroute. On a relevé une consommation de 22 kWh au 100 km. C'est entre 2 et 2,5 kWh au 100 de moins que la Mégane ou que la Cupra Born. Ça, c'est grâce au fait que la 308 est plus basse, elle a moins de traînée aérodynamique. Le problème, c'est qu'elle a une batterie plus petite, donc elle va moins loin. C'est exactement comme une voiture thermique. Si vous avez un réservoir plus petit, vous mettez moins d'essence, donc vous irez moins loin. Donc bien sûr, une fois que la batterie est vide, eh bien, il faut la recharger. Alors sur ce point, Peugeot annonce une charge en courant alternatif de 11 kW. Ça veut dire qu'on fait un ravitaillement complet en un petit peu moins de 6 heures sur une borne publique de cette puissance. Là pour le coup, c'est comparable aux concurrents, Cupra Born, Tesla Model 3, c'est 11 kW aussi. Sur la Mégane, on peut avoir une option à 22 kW, mais c'est une option. Mais bien sûr, ce qui intéresse plus les clients, à raison d'ailleurs, c'est la puissance de charge maxi sur les bornes rapides en courant continu, puisque c'est sur long trajet qu'on a besoin des charges les plus rapides. Et là, la 308, encore une fois, par rapport aux concurrents, on reste un peu circonspect parce qu'elle annonce que 100 kW de puissance de charge maxi. Sur une Mégane, c'est 130 kW. Sur la Cupra et la Tesla, c'est 170 kW. Bon. Après, vous nous connaissez, on ne s'est pas contenté de vous répéter les chiffres qui sont annoncés par les constructeurs. On a donc testé une charge entre 15 et 80%, qui est la plage de charge qui est souvent conseillée sur long trajet.
Et puis on a analysé les temps de recharge et les courbes de puissance. Et la petite surprise, la 308 a réussi à atteindre 107 kW de puissance maxi, alors c'est encore loin des rivales. Par contre, elle a maintenu une puissance correcte jusqu'à la fin de sa charge, ce qui n'est pas le cas de la Mégane. Si on superpose les deux courbes, on voit bien la différence puisque la Mégane atteint certes un pic à 127 kW, mais elle ne conserve en fait que quelques secondes et ça chute beaucoup ensuite au point de repasser sous la courbe de la 308 des 40% de charge environ. À l'arrivée, la 308 entre 15 et 80% de charge n'aura mis que 27 minutes, quand la Mégane, qui annonce pourtant un pic de charge supérieur, aura mis 35 minutes. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la i308. Alors pour résumer, on pourrait dire que c'est une auto qui est vraiment très agréable au quotidien à conduire, elle est silencieuse, elle est confortable, elle est suffisamment performante, elle est finalement pas si larguée que ça en termes de temps de recharge sur borne rapide. Par contre, là où elle pêche par rapport à ses concurrentes, c'est vraiment au niveau de la capacité de la batterie, ça l'empêche d'afficher des valeurs d'autonomie correctes. Sur autoroute, on n'a que 230 km. À ce tarif-là, on est quand même en droit d'attendre un petit peu plus de polyvalence. Quant à répondre à la question initiale qui était de savoir pourquoi cette 308 électrique est aussi chère, eh bien après l'essai, on ne l'explique toujours pas. Allez, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr pour de nouveaux essais, que ce soit de modèles électriques ou pas d'ailleurs. A plus, salut!